Bonjour à tous. Mais voilà, on va peut-être prendre place directement sur la scène avec Kathleen. L'idée, c'est comme on travaille tous les deux du côté du soin, c'est vraiment de prendre place, en tout cas dans un premier temps, du côté de l'hôpital pour nous deux. Et donc à travers cette présentation, mais voilà, avec Kathleen, on a vraiment souhaité pouvoir mettre, en tout cas en lien, à la fois la mise en observation et donc cette mesure et l'internement. C'est vrai qu'on est concernés tous les deux par cette mesure, beaucoup plus Kathleen qui travaille du coup dans un service hospitalier, qui voit vraiment, en tout cas ces deux mesures de plus près. Moi, c'est vrai que je travaille davantage avec l'internement, mais c'était intéressant pour nous en tout cas de se pencher sur les liens de ces deux mesures. C'était intéressant aussi d'entendre Donatien ce matin et de voir vraiment en tout cas qui nous rappelle qu'on a pas mal de personnes qui sont bloquées dans des établissements et qui devraient en tout cas pouvoir aller vers du soin. Donc c'est vrai que c'était intéressant d'avoir ce rappel. Aussi cette présentation ce matin de Prison Insider qui mettait vraiment en avant toutes les autres pratiques dans d'autres pays, parce que c'est vrai que on est toujours dans une réflexion, en tout cas au niveau du soin, de pouvoir voir un peu les autres pratiques, de s'ouvrir à ces autres pratiques. Donc c'était très intéressant de pouvoir les entendre ce matin. La télécommande est très sensible. Voilà. Nous, on avait envie en tout cas de commencer notre propos avec deux situations cliniques en tout cas qu'on rencontre qui sont vraiment dans le croisement entre l'internement et la mise en observation. Donc une première vignette clinique qui est une situation que nous avions eu l'occasion en tout cas d'accompagner il y a un petit temps avec l'équipe mobile. Donc c'était un patient qui avait à l'époque 28 ans, qui avait été interné en 2019 et où on observait vraiment un état clinique assez compliqué, parce que on était vraiment sur une décompensation clinique assez importante, avec la présence en tout cas de beaucoup d'hallucinations, et donc c'est vrai que c'était assez compliqué. Au niveau de l'internement, la particularité de ce patient, c'est que la personne a été internée alors qu'elle a été qu'elle était en liberté, en état de liberté. Et donc, ça présente quand même une particularité de savoir que la personne, finalement, n'a pas forcément de cadre juridique quand elle est à l'extérieur. Donc c'est une difficulté en tout cas supplémentaire, parce que au niveau juridique, on a l'enquête sociale qui est réalisée, et après, une fois que l'enquête sociale est réalisée, on attend vraiment ce passage en première audience, ce qui était assez compliqué, parce que du coup, on n'a pas ce volet juridique qui peut être présent dans les autres situations de libération à l'essai pour l'internement. On observait aussi que c'était une personne qui, en tout cas, se présentait régulièrement aux urgences. Et à un moment donné, on a vraiment une mise en observation qui a été lancée, parce que l'état, en tout cas, du patient remplissait vraiment, en tout cas, les trois critères de mise en observation qui sont remis sur le slide. Et cette mise en observation est lancée, la personne arrive dans un service de mise en observation, et on est face à des difficultés où la personne n'est pas confirmée, en tout cas au niveau de la mesure. C'est vrai qu'on s'est posé énormément de questions. Maintenant, voilà, je pense que c'était un patient est-ce qu'il avait sa place, en tout cas dans le service de mise en observation? Est-ce qu'il fallait une réponse de l'internement? C'est vrai que c'était assez complexe, et donc c'est pour ça que, peut-être pour finir cette description, je me placerai au milieu entre le côté peut-être justice et le côté soin, parce que c'est vrai que dans cette situation, finalement, il n'y a pas eu de solution apportée, en tout cas, parce que la personne s'est retrouvée en attente, je veux dire, et est retournée chez lui, mais en attente, sans que la situation à la fois clinique soit résolue, et sans que l'internement, en tout cas, n'ait pu apporter une solution à un moment donné, étant donné qu'il était toujours en attente d'un passage, en tout cas devant la CPS, et d'une décision de la CPS. Je vais passer du coup la parole à Kathleen pour la suite. Oui, donc ça c'est la deuxième situation clinique. C'est un patient qui a 64 ans et qui a été interné en 2018. Il a été libéré en 2019 au domicile. On avait été interpellé il y a quelques mois de ça pour un lit de crise à la demande de l'assistant de justice, lit de crise qui n'avait pas duré longtemps pour des raisons somatiques. Et quelques mois plus tard, en fait, le patient est arrivé sous mise en observation. On était tous très étonnés, mais assez positivement, de cette décision, parce que c'est extrêmement rare. Mais voilà, le patient correspondait aux critères. Il y avait donc une décompensation. Il était en refus de soins et il représentait un danger pour lui-même dans ce cas-là. Donc la mesure de mise en observation a bien été confirmée.
par notre juge de paix, et il y a même une demande de maintien qui a été réalisée par le psychiatre en charge du patient, ce qui est tout à fait rare dans ce genre de situation. Et donc c'est en fait deux situations qui nous ont interrogés, enfin qui nous ont interpellés, ce qui nous a fait nous interroger en fait sur pourquoi il y avait de telles différences entre deux situations cliniques. On a tenté de répondre à ces questions. Tu peux peut-être changer de slide. Oui, donc nous, notre réflexion, ça partait du postulat qu'au niveau de notre expérience de terrain, la mise en observation permet d'éviter une révocation au patient. Alors, il n'y a pas que ça, il y a aussi les admonestations. Mais dans notre cas, on était parti de ce postulat-là. Donc, les questions qu'on s'est bossées, c'est quelle différence d'une situation clinique à une autre ? Finalement, est-ce que la mesure de protection qu'est la mise en observation et la mesure d'internement peuvent coexister ? Et quels sont les freins à cette coexistence ? Alors, on avait plusieurs hypothèses, notamment la méconnaissance des procédures et la clarté de celles-ci. Et une question de territoire, peut-être que c'est plus facile dans la région de Bruxelles ou à l'inverse, plus facile dans la région wallonne. Alors, la méthodologie qu'on a utilisée pour tenter de répondre à ces questions, on a deux groupes de travail qui ont été effectués avec des acteurs du monde juridique et du monde de soins. Chacun ayant une expérience dans l'une ou l'autre mesure. On s'est principalement focalisé sur des intervenants de la Belgique francophone. Ce qui était assez intéressant, c'est qu'on avait vraiment une pluralité des secteurs dans les réponses. On avait aussi bien des personnes qui travaillaient en hôpital psychiatrique qu'en équipe mobile. Et au niveau de la justice, on avait beaucoup de substituts du procureur du roi et des assistants de justice qui ont pu répondre, ce qui nous a permis d'avoir vraiment un élargissement des points de vue. Et on a également, du coup, envoyé des formulaires dont certains d'entre vous l'ont sans doute reçu et ont répondu. Merci d'ailleurs pour ça. Et donc, ça a vraiment permis d'enrichir nos réflexions et de tenter de trouver, en tout cas, des solutions pour la suite. Donc de ces groupes de travail, en tout cas, comme Kathleen a pu le présenter, l'idée vraiment de pouvoir avoir plusieurs personnes de plusieurs secteurs, c'était assez riche parce qu'on avait vraiment tous les horizons et donc ça balayait assez large. Voilà, en tout cas de ces échanges assez riches, il y a vraiment trois constats nous qu'on a souhaité mettre en avant. En tout cas, cette idée peut-être à certains moments qui est ressorti, c'était vraiment le constat des fois et la crainte de se substituer à la justice quand il y a une mise en observation des fois qui peut être lancée parce qu'il y a cette mesure d'internement et donc il y avait cette crainte un petit peu qui ressortait au niveau de plusieurs acteurs. Une autre chose qui était vraiment ressortie, c'était vraiment cette scission des fois qu'on peut observer, en tout cas dans certaines régions, entre le parquet commun en tout cas et le parquet lié à l'internement. Et c'est vrai qu'il y a des fois un manque en tout cas qui était ramené par le groupe, un manque de communication entre ces parquets-là. En tout cas dans certaines régions, c'est ce qui pouvait ressortir. Et alors, quand même un consensus important en tout cas sur le fait que si la personne a besoin de soins, et c'est vrai que c'est assez rassurant de se dire que finalement l'idée c'est toujours orienté vers le soin, de se dire que finalement même si la personne est internée, une mise en observation des fois peut avoir du sens pour éviter en tout cas une révocation si on n'est pas sur une commission de nouveaux faits ou autre, parce que l'idée d'apporter des soins à un moment donné c'est peut-être quelque chose qu'il faut privilégier par rapport à une révocation dans certaines situations. Donc, comme Tariq l'a dit, ce qui est aussi important de dire, c'est que les deux mesures, elles peuvent être complémentaires, même si en pratique, c'est bien différent et que c'est souvent pas possible. Les recommandations qui sont ressorties de ces groupes de travail et des formulaires et qu'on a vraiment repris parce qu'on les trouvait très intéressantes, c'est notamment une campagne de sensibilisation de la plus-value de la mise en observation, et ça pour tous les acteurs, que ce soit du soin ou de la justice, pour informer les personnes sur les tenants et les aboutissants de la mesure de mise en observation. Des formations et des informations, alors ça peut être comme le colloque d'aujourd'hui, informer sur les deux mesures et voir comment elles peuvent coexister entre elles. Éviter de se substituer à la justice, c'est ce que Tariq a dit juste avant. Alors je sais qu'ici à Saint-Bernard, on est très vigilant avant de confirmer une mise en obs. Pour un patient interné, on fait quand même assez attention aux critères de la dangerosité, de la commission de nouveaux faits. C'est quand même généralement sur ça qu'on va se baser pour demander la confirmation ou non. Et à un moment, on peut passer comme ça le relais à la justice si c'est nécessaire. Une meilleure communication entre les acteurs du soin et de la justice, c'est ce qui ressortait des groupes de travail notamment. Alors ça rejoint un peu le point avec la collaboration avec les assistants de justice. Dans le groupe de travail, une procureure faisait
Référence au fait que finalement, elle apprend par les assistants de justice qu'il y a une mise en observation qui a été lancée, et pas forcément par son collègue magistrat qui pourrait l'en informer de manière informelle pour assurer une continuité en fait, dans la trajectoire de soins du patient. Une autre qui est ressortie souvent, c'est le maintien du lien entre les psychiatres responsables du suivi de la mise en observation et le psychiatre de tutelle, donc qui est en charge du suivi dans le cadre des conditions du suivi psychiatrique dans les conditions de libération à l'essai. C'est important, notamment quand il y a un maintien en fait, et qu'une réintégration est possible. Il faut que ça fasse sens et que le psychiatre responsable du suivi puisse en informer le psychiatre de tutelle et inversement s'il estime qu'une réintégration est nécessaire. Et donc la collaboration avec les assistants de justice, je pense que c'est un point vraiment important, notamment parce que c'est eux qui sont sur le terrain avec nos patients et qui se rendent compte des difficultés quand ils ont besoin de soins, qui comprennent réellement ce qui se passe et qui peuvent en référer à la justice ou au milieu des soins, notamment quand on fait appel à un lit de crise. Et alors, pour conclure cette présentation, je pense que la plupart, en tout cas de l'auditoire, est bien au courant qu'il y a une nouvelle loi qui va rentrer en vigueur, donc le 1er janvier 2025, sur la loi de la mise en observation. Donc nous, c'est vrai que on avait en tout cas dans cette idée de savoir si la nouvelle loi et la nouvelle mouture allaient apporter des modifications, en tout cas au niveau de la mesure d'internement. Est-ce que ça répondra un petit peu au constat de terrain qu'on a pu faire ici? Est-ce qu'il y aura des changements ou pas? J'espère en tout cas que Maître Gilles Olivier pourra peut-être apporter une réponse, en tout cas dans sa présentation. Maintenant, je le vois dire non, donc... Voilà. Et alors, peut-être une autre chose, en tout cas, on tenait aussi à remercier Eva Tchétchény, coordinatrice du TSI à Manage, voilà, de nous avoir en tout cas invités à pouvoir faire cette présentation et participer en tout cas d'un petit peu plus loin à ce colloque. Merci. Merci beaucoup.